Carpe Diem va vous accompagner dans cette démarche où finalement on va faire en quelque sorte un partenariat entre vos équipes techniques et nos équipes d'informaticiens pour permettre tout simplement d'étudier avec vous quels pourraient être les objets connectés qui vont vous permettre de collecter ces informations. Car vous connaissez vos machines, nous, on connaît nos process informatiques et on connaît un certain nombre d'objets connectés qui peuvent justement correspondre à vos besoins. Donc la première mission de Carpe Diem va être de vous accompagner dans en quelque sorte ce défrichage qui va vous permettre de trouver comment on va mesurer, capter ces informations. Ça, c'est la première partie de notre mission. La deuxième partie va être d'intégrer ces objets connectés. Alors, là, il nous faut une boîte, oui, facile 4,5 de hauteur. Et puis après, ça a l'air d'être un carré, donc plus ou moins 6 ou 7. Non, ça va pas. Là, non quand même, hein, on va pas exagérer. C'est tout en ferraille, donc on va se passer du relais aussi. Eh bien écoutez, là j'ai un détecteur de luminosité. On va pouvoir voir s'il fait jour. Alors aujourd'hui, je vous confirme, il fait bien jour, il fait même très chaud. Et de plus en plus, je pense que celui-ci, c'est... Non, avec le connecteur à brancher. Non, il est trop petit. Il est trop petit. C'est pas grave. On n'en avait pas forcément besoin. De toute façon, il fait jour. On va passer donc à l'Arduino. L'Arduino, là voilà. L'Arduino, ça sert à quoi? Ça sert à connecter les objets connectés. Enfin, si on en a, si on trouve des boîtes. Et après, ça remonte tout ça chez Sigfox. Donc, on va lui trouver une boîte. Là, il nous faut un boîtier de... Non mais c'est pas possible quoi, 4,5, comment vous voulez qu'on fasse? Il y en a marre, écoutez, les objets connectés, moi de toute façon, vous savez quoi? Ça va être bien simple, on va les mettre dedans, on va prendre une pince, on va casser les boîtes comme ça, et ça suffit quoi, c'est pas possible ça. Le carton, il est là, je vais vous le montrer, et surtout, on va l'ouvrir pour voir ce qui est à l'intérieur de ce carton. Eh bien oui, je pense que là, maintenant, vous l'avez tous deviné, c'est une imprimante 3D. L'imprimante 3D, quand vous en avez un petit peu assez de devoir adapter des boîtiers, de faire des trous, de trouver sans arrêt des astuces, c'est la vraie bonne solution. Le réglage des courroies, très clairement, est difficile. Il s'agit là de savoir si la courroie est trop souple ou trop fixée de façon trop tendue. Et autant il est bien décrit quand c'est trop souple, et là il y a même une technique qui est donnée pour voir si les dents sautent au niveau du moteur. Par contre, le côté je teste si la tension est trop forte, si la courroie est trop tendue, là franchement ça mériterait une explication supplémentaire. Qui s'appelle Zabbix Proxy. Okay. Et ce Zabbix Proxy, il va faire la même chose en premier temps comme Zabbix Server, c'est-à-dire voir l'état de fonctionnement d'un parc informatique, soit à Paris ou à Algérie ou ailleurs, et en plus collecter ces datas et les envoyer directement vers notre Zabbix Server principal ici à Écully. Et ça en temps réel. Voilà, et ça en temps réel et de façon chiffrée via Internet, ou bien on peut encore plus sécuriser via VPN. Et tout simplement, on peut dire qu'en voyant tout ça, que l'utilisation du Zabbix ou bien le fonctionnement du Zabbix, il est logique. D'accord, effectivement. Alors, là, tu nous as dit un truc qui était quand même super important, c'est que ces données-là sont entièrement chiffrées. Ouais. C'est-à-dire qu'on passe par Internet, ça c'est certain. Alors, on peut, comme tu nous l'as dit, Moustapha, mettre un VPN. Ouais, voilà. Pour encore sécuriser on sécurise donc dans ce cas-là d'un point à un autre. Voilà. Mais même si on n'avait pas de VPN, parce que sur ce site-là, il n'y aurait pas un firewall, un routeur en capacité de faire un VPN, ouais. Toutes les données sont chiffrées. Voilà. Donc, il n'y a pas de risque finalement à transiter par Internet via une connexion lambda classique. Pas du tout. C'est possible de le faire. Ce que vous pouvez voir ici, c'est le module RFID qui est une option sur notre portier vidéo. Donc je rappelle, c'est un portier de marque 2N
Il s'agit là du modèle IP Verso. On peut voir ici que, eh bien, tout simplement, la porte est verrouillée. On ne peut pas entrer. Là, je vais utiliser donc le petit badge RFID. Comme vous le voyez, c'est un badge sympathique avec en plus un petit porte-clés. C'est parti. On badge. Déjà, on voit que le voyant passe au vert. Et je peux bel et bien rentrer. Comme vous le voyez, porte ouverte. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va plutôt attendre de voir ce que voit Mustapha. Quand j'appuie sur appuyer. Vous voyez bien, je vais appuyer ici. Donc cette fois-ci, je ne me sers pas du badge RFID. Je vais appuyer ici et on va voir ce qui se passe. Donc c'est parti. On voit la petite cloche qui symbolise le fait que c'est en train de sonner à l'intérieur. Et si Mustapha est sympathique avec moi, il va me laisser entrer. Sinon, on va passer là un petit moment. Bon, l'autonomie de la batterie va nous aider peut-être à durer un petit peu. Mais sinon, on rappellera jusqu'à ce qu'il nous ouvre. Ah! Et là, ce qu'on peut voir maintenant, c'est qu'on a le pop-up sur l'écran d'un employé qui utilise le téléphone filaire, qui n'a pas forcément les deux Zen compact. Ici, on a le Zen Indoor Compact. Tout simplement, on va répondre au DJ. Et là, il y aura les autres dispositifs qui vont être coupés et celui qui a répondu aura la main pour répondre au déclencheur. Par exemple, là, allo DJ. Oui, Mustapha. Voilà, le fond et le dessus, c'est fait. Il fait vraiment chaud, quoi. Hein. C'est un été qui ne se termine pas ou qui va se terminer mais en liquide. Et nous avec. Là, on va passer maintenant à la mise en place debout et concrètement à commencer à mettre les traverses pour mettre les longerons, on va dire, qui nous permettront de tenir les barres de fixation des éléments. Ça va se construire petit à petit, vous allez voir. On est sur la bonne voie. Donc pour l'instant, je laisse travailler un petit peu Abdelkader. Moi, je le regarde. Bah, j'attends, hein, je finis. C'est comme ça. Là, oui. Hop là. Salut. Voilà. Bon. C'est très loin d'être fini. Et pourtant, nous, on est un peu sur la fin, là. C'est que le début. Hein. C'est que le début. Donc pour la petite histoire, il existe des armoires toutes montées. Elles sont livrées montées. Donc on n'a pas besoin de les monter. Mais disons qu'en kit, ça passe mieux à travers les portes. Et puis on a le plaisir de monter sa propre baie, n'est-ce pas? Un plaisir qui ne dure pas très longtemps, hein, mais au début au moins. Voilà, là c'est allumé et là, tac. Ah. Je ne peux pas l'ouvrir. Oui, il faudrait avoir une force de mammouth là pour arriver à l'enlever. Il y a 300 kg de pression, donc c'est un peu compliqué. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que une fois les périphériques ou surtout l'interphone est alimenté, et l'on voit un courant et alimente notre ventouse. Ça veut dire que l'interphone, il joue le rôle d'administrateur, c'est lui le décideur d'ouvrir ou pas la porte. D'accord. Là, ce qu'on peut aussi déduire sur ça, c'est que si il n'y a pas de courant entre l'interphone et la ventouse, tout simplement, comme on a vu tout à l'heure, je peux ouvrir la porte. Ça s'ouvre. Voilà. Oui, donc en fait, tu es en train de me dire qu'en gros, s'il arrivait une bricole à notre portier vidéo en l'état, ainsi monté en l'état, eh ben, ça s'ouvrirait, quoi. Il n'y aurait plus de protection. C'est bien ça. Ouais. Donc, comme je vous le disais en intro au début de cette vidéo, énorme faille quand même. Car finalement, ce qu'on peut comprendre de tout cela, c'est que si quelqu'un de mal intentionné venait arracher un portier vidéo, eh bien, il aurait accès tout simplement à ces câbles-là. Oui. Et qu'est-ce qui se produirait? Je vais vous le faire en direct. Hein. Nous avons prévu la pince, n'est-ce pas?
Donc, avec la pince, on va couper le câble. Et là, tout simplement, bam. c'est le drame. C'est-à-dire qu'il a suffi finalement d'arracher le portier vidéo, d'accéder au câble, de couper le câble d'alimentation de la ventouse magnétique pour pouvoir ouvrir. Donc là, effectivement, comme vous le dit Mustapha, c'est une petite maquette. Dans la vraie vie, vous aurez ça de toute façon, hein, c'est-à-dire un portier vidéo sur un mur, en façade de votre bâtiment, et de l'autre côté, un système de fermeture, que ce soit une ventouse, une gâche ou un autre système. Le système aura besoin d'une alimentation. Cette méthode-là, ça nous permet d'ouvrir la porte ou bien de même consulter la caméra de notre interphone, même si le chef d'entreprise était chez lui. Oui, alors tu as dit Wi-Fi, mais non, c'est pas que Wi-Fi. C'est pas que Wi-Fi. C'est Wi-Fi et GSM. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est l'interface d'une application 2N Mobile Video qui permet d'accéder à l'interphone, bien sûr, après un paramétrage spécifique. Il faut autoriser ces interphones à pouvoir faire ça, hein, évidemment. Oui. Voilà. Donc, ce qu'on peut... Pardon, j'ai dit ces interphones. Il faut autoriser ces smartphones à pouvoir avoir accès à l'interphone. Pardon. Donc, une fois le smartphone est autorisé, ce qu'on peut voir, c'est on peut consulter la caméra de notre interphone, on peut répondre à la personne qui appelle depuis l'extérieur et on peut aussi ouvrir la porte tout simplement via notre smartphone. Ouais, donc ça, c'est vraiment génial parce que imaginez-vous avoir un portier vidéo 2N devant votre entreprise ou devant toutes les portes de votre entreprise d'ailleurs. Cela veut dire que même à distance, vous êtes en week-end ou je ne sais pas, l'entreprise est fermée depuis un petit moment, vous dites bon tiens, j'aimerais bien quand même être certain que toutes mes portes sont bien fermées. Bah, vous prenez votre smartphone, vous êtes sur votre lieu de vacances à l'autre bout du monde et vous allez pouvoir visionner voir ce que voient les caméras finalement de vos portiers vidéo. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir toutes les caméras qui tournent autour de vos portiers vidéo et qui ferment vos portes. Et là, vous sécurisez en vous disant tout va bien, je vois qu'il n'y a pas de souci aux alentours de mon entreprise. Je peux dormir tranquille ou continuer mes vacances tranquillement. Donc ça, c'est effectivement la première chose. Tu peux peut-être nous faire une démo? Oui, donc là, pour consulter par exemple la diffusion live de notre interphone qui est installé juste derrière nous. Donc là, j'ai accédé à son caméra. Voilà, donc là, ce que l'on voit, c'est vrai, effectivement, c'est ce que l'on voit devant notre portier vidéo. Alors là, malheureusement, on n'a pas beaucoup de chance. La lumière est éteinte, mais comme vous le voyez, on voit quand même pas mal. Et s'il y avait vraiment plus du tout de lumière, il faut savoir que les portiers vidéo 2N ont en fait tout simplement une caméra qui s'est filmée dans l'obscurité. Donc de toute façon, on aurait une vue sur ce qui se passe. Déjà à la présentation de notre offre mobile. Donc comme vous allez le voir juste là, l'offre mobile de Carpe Diem Télécom est enfin libérée et je vais vous donner les quelques éléments clés qui vont vous permettre de comprendre un petit peu notre offre. Alors déjà, il y a un truc qui est vraiment très très bien, c'en est d'ailleurs de même sur la plupart des produits qu'on va vous proposer en téléphonie, c'est une offre sans engagement. C'est-à-dire que concrètement, on peut vous faire changer de forfait. Alors, on ne va pas dire tous les jours, hein, on ne va pas exagérer, mais en tout cas, les changements de forfait sont compris et sont gratuits. Vous pouvez arrêter si toutefois cela ne vous satisfaisait pas. Franchement, j'en doute pour une raison très simple, c'est que comme vous pouvez le voir, notre offre de téléphonie mobile est sur les 3 opérateurs historiques, c'est-à-dire Orange, SFR et Bouygues. Alors quand je dis sur les 3, c'est vraiment sur les 3. C'est-à-dire que quand on va activer votre abonnement, eh bien par défaut, ça sera activé sur du SFR. Mais en revanche, si dans la zone de l'utilisation principale de ce téléphone, vous pensez que la couverture est meilleure chez Orange ou chez Bouygues, sans aucun changement de carte SIM, ça sera juste une question qui vous sera posée avant l'activation, eh bien, on va pouvoir activer cette carte SIM sur un des 3 opérateurs. Ça vous paraît pas suffisant? Moi non plus, à vrai dire. Parce qu'il pourrait aussi y avoir une énorme éclaboussure, genre plutôt un bain. Alors, je vous propose que là, on mette un peu plus fort et puis on y va gaiement. Hein, et puis, on va même, vous voyez, s'en servir comme montre. Alors, vous ne verrez peut-être pas d'où vous êtes, mais moi, je vous garantis, là, on est vraiment dans l'eau. Hein, je ne peux pas faire mieux. Je peux pas, comme éclaboussure, c'est pas possible de faire mieux. Voilà, je le secoue un petit peu. Et
je vous fais juste remarquer qu'il est bien à l'heure, qu'il fonctionne toujours. Donc là, on a la possibilité d'aller naviguer dans les différents menus. Je vais peut-être me mettre face à la caméra, ça sera plus simple, surtout pour vous. Et il n'y a aucun problème, ce téléphone fonctionne. Donc, très clairement, IP65 réussi, chute de 2 mètres réussie. C'est réellement un très très bon téléphone pour une entreprise qui aurait par exemple des salariés, on va dire dans une zone d'atelier où en gros, il peut lui arriver un petit peu tout et n'importe quoi au téléphone. C'est le téléphone qu'il vous faut, le Snom M80. Là, je tiens en fait un masque FFFP2 qui était le masque en 2009. Donc, c'était le H1N1 à l'époque qui tout simplement avait fait parler de lui tout autour de la planète et que tout le monde craignait pour la sécurité, bien évidemment, des individus, mais aussi que ça génère un blocage complet au niveau de l'activité des entreprises en France et en Europe. Alors, pourquoi je vous parle de tout cela? Parce qu'il se trouve qu'en 2009, un de nos clients, qui était un groupe, on va dire, d'une taille assez importante, en tout cas pour nos clients, pour le type de clients que nous avons à Carpe Diem, c'est-à-dire 350 personnes sur une quinzaine de sites, nous avait demandé à l'époque de lui faire un PCA, un plan de continuité d'activité, pour justement, ma foi, se dire, on ne sait pas où ça nous mène, mais peut-être que ça nous mène vers une situation qui est un petit peu compliquée à gérer pour la vie au quotidien de notre entreprise. Donc dans ce but-là, nous avions fait ce PCA. C'est de ce point-là que nous allons discuter aujourd'hui. Quel pourrait être l'impact du coronavirus par rapport au fonctionnement de votre entreprise? Encore une fois, je ne l'ai pas ouvert et c'est vraiment le premier NUC que nous recevons dans sa génération. Donc c'est une nouveauté pour nous. Alors, la première chose que je peux vous dire. Alors, pour tous ceux qui ont eu un NUC, ça va leur parler. Ceux qui n'en ont pas eu, ils ne vont pas avoir une différence trop importante. Mais alors là, moi, je peux vous dire qu'il y a déjà un truc qui me plaît énormément. C'est la nappe que vous avez là. Alors, je vais la montrer à la caméra du haut. La nappe que vous avez ici qui permet tout simplement de raccorder le disque mSATA que vous allez pouvoir fixer de ce côté-ci à la carte mère que vous avez de ce côté-là. Alors ça, je peux vous dire que c'est très bien. Ici, vous avez, c'est très lourd, hein. On ne dirait pas comme ça peut-être, mais c'est très lourd tout simplement parce que on a quand même pas mal de disques. Dans celle-ci, si je ne vous dis pas de bêtises, ça doit être 8 Tera. 8 Tera, ça commence à être une sauvegarde assez costaud, mais en l'occurrence, c'est ce qu'il nous fallait. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a tout simplement la façade avec le bouton marche, la marque Bimo. C'est un mini serveur, hein, tout simplement HP. Donc, c'est du matériel professionnel. Je ne l'ai pas dit, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure que je vais vous détailler l'offre, on va vite comprendre que ce ne sont pas des jouets. Là, on est vraiment sur du matériel pro. Et tout simplement, c'est du Hewlett-Packard qui a été choisi par Bimo. Et ma foi, c'est un très bon choix parce qu'on a des Bimo qui maintenant sont en place chez nos clients depuis plus de 4 ans, plus de 5 ans, et ça tourne. Alors là, en l'occurrence, cette Bimo est la nouvelle génération de serveurs HP. Une des fonctionnalités très intéressantes embarquées dans DataSafe Restore, c'est la présence d'un antivirus sans cesse mis à jour. Si cet antivirus, lors d'une sauvegarde, détecte un virus, la première chose qu'il va essayer de faire, c'est de nettoyer vos données. S'il n'arrivait pas à nettoyer ces données, il refuserait la sauvegarde de cette donnée parce que ça peut être le virus en lui-même, ça peut être un fichier très corrompu. Donc pour éviter tout risque, il ne sert à rien finalement de sauvegarder ce fichier. Et dans tous les cas de figure, vous allez être informé dans les rapports de sauvegarde, rapports dont je vous parlerai un petit peu dans la deuxième partie de cette vidéo. Et on va vous mettre quelques exemples justement de ces fameux rapports. Alors, je ne suis pas persuadé qu'on puisse vous mettre un rapport où on a des virus, parce qu'il aurait fallu faire un test avec un virus. Je ne crois pas qu'on en ait. Mais en tout cas, dans toutes les sauvegardes où un virus aurait été détecté, vous en serez informé dans ce fameux rapport que vous recevez quotidiennement. Bonjour tout le monde, c'est Didier de Carpe Diem Informatique et Télécom. Je ne suis pas certain que vous me reconnaissiez. Vous allez tout de suite comprendre. On a beaucoup travaillé avec ça pendant toute la période de confinement. Je pense que pendant encore quelques mois, on va beaucoup travailler avec ceci. Alors, est-ce qu'on va avoir juste la visière? Est-ce qu'on va avoir juste le masque? Est-ce qu'on va avoir le masque plus la visière? Ça sera un petit peu à chacun d'entre vous d'en décider. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on va en avoir besoin.
C'est ce dont nous allons maintenant parler dans cette vidéo. Je bouge, ça bouge pas, c'est parfait, ça me tient dessus. C'est donc de toute façon réglable. Hein. Si jamais ça ne vous convenait pas, bah, vous reprenez une petite perforeuse. Alors, il existe des petits perforateurs, pas perforeuses, perforateurs, qui permettent de faire un seul trou. Donc, ça vous permettrait de faire un trou dans le caoutchouc. Et hop, j'enlève pas les lunettes avec. Et vous voyez, c'est parfait. C'est d'un esthétisme, c'est d'un esthétique correct, on va dire. Il y a rien de transcendant, c'est ni beau ni moche, c'est fonctionnel. Mais en tout cas, ça vous aura coûté 7 €. Et 7 €, c'est quand même donc nettement moins cher que ce qu'on peut trouver sur certains sites ou par certains mails que vous devez recevoir en quantité astronomique si vous êtes comme moi. Et très honnêtement, pour le temps que ça va durer, je pense que, enfin en tout cas je pense, j'espère que d'ici 3-4 mois, tout ça ne sera qu'une vieille histoire. Ça fera parfaitement l'affaire. Si jamais elle cassait, franchement, je ne pense pas, hein, parce que nous, on a fait des tests. Il faut vraiment plier pour que ça casse. Donc, il faudrait vraiment vouloir la casser. Si jamais donc, ça cassait, ça vous aura coûté que 7 € et pas 20, 30, 40 € comme je peux en voir. Au niveau désinfection, bah, c'est très simple. Hein. Soit vous nettoyez la feuille avec un produit, vous pulvérisez, vous faites comme vous voulez, soit vous changez la feuille. Pour le serre-tête, bah, c'est la même chose. Je ne pense pas que les microbes aillent se mettre dans votre tête, mais on ne sait jamais. Le serre-tête, c'est pareil. Vous pulvérisez avec un produit. Je vous mettrai un lien soit dans la description, enfin je vous le mettrai aussi dans la description, mais peut-être ailleurs dans la vidéo, pour que vous puissiez aller voir les conseils de Prusa sur comment désinfecter une visière alors de A à Z. Donc la partie câblage courant fort continue. C'est une opération qui est très longue car elle se fait avec là aussi beaucoup de minutie. Les câbles sont solidement fixés et on essaye de faire en sorte que ça soit pas trop le bazar à l'intérieur de la baie. Donc forcément c'est une opération qui est assez longue. Alors petit à petit on commence aussi à insérer des équipements réseau au sein de la baie, donc signe que ça avance bien et tout se fait avec une prise de notes au fur et à mesure pour bien évidemment pouvoir intervenir dans le futur et savoir quelle est la prise qui correspond à par exemple le serveur, quelle est la prise qui correspond au NAS, etc. Donc c'est une opération qui est longue par nature. Ça y est. Je commence là à intégrer les switches, donc c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que là le courant fort est quasiment fini et on passe à la partie courant faible avec le raccordement tout simplement du réseau et petit à petit retrouver une mise en service de notre informatique, ce qui va quand même nous soulager par rapport au Wi-Fi qui est très bien mais qui parfois ne suffit pas. Voilà, alors, il est 22h20, ça suffit pour aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir derrière, tout est dedans. Alors les câbles ne sont pas raccordés, comme je vous le disais plus tôt, mais par contre tout ce qui est infrastructure et à l'intérieur, tout fonctionne. Donc pour ce soir, c'est pas mal. Demain matin, l'équipe va pouvoir arriver et travailler tranquillement. Il ne restera plus que pour un technicien à recabler les câbles qui viennent des goulottes. Et ça en sera terminé enfin de cette changement de baie. Ça a été assez long parce que comme je vous le disais plus tôt, on a eu pas mal de travail, pas mal de demandes. Donc voilà, il fallait servir d'abord les clients avant de s'occuper de notre baie. Maintenant... Mais le problème c'est que je me suis trompé de sens. Je voulais en fait l'avoir en mode portrait et je me suis mis en mode paysage. Qu'à ça ne tienne, je vais par facilité déjà juste ranger mon stylo ici. Le deuxième, on va s'en séparer pour l'instant. Et je vais tourner mon écran. Alors, comme vous avez pu le voir, il se tourne vraiment très facilement.
Maintenant, le seul problème, c'est que l'écran s'est tourné, mais mon tableau, lui, n'a pas bougé. Ce qui est bien normal, ça ne serait pas très pratique, sinon il y aurait quand même un sacré bazar à chaque fois que je tournerais un document. Alors pour le tourner, ça va être très simple, je vais reprendre mon stylo, mais je pourrais également le faire à la main. Mais on va garder le stylo et on va utiliser un outil qui nous permet de capturer une zone de l'écran pour pourquoi pas la déplacer. Alors je vais déjà la positionner comme vous l'avez vu à la main ici, voilà. On va étendre tout simplement la zone de sélection. Une fois que c'est sélectionné, hop, on lui dit cette partie-là, je la coupe, et puis je vais la positionner par là, et bien évidemment, je vais la tourner. Voilà. J'appuie sur mon, en quelque sorte, OK, et c'est parti. Je peux continuer de travailler, car mon tableau est passé tout simplement, vraiment cette fois-ci en mode portrait, et à partir de là, je vais pouvoir continuer mon travail. Donc tout ça pour vous faire voir une première fonction, en quelque sorte pour vous mettre un peu l'eau à la bouche sur les futures fonctions, car celle-ci c'est vraiment la plus simple.